Il faut que quelqu'un qui vienne sur Contrepoint, mais qui n'est pas forcément d'accord avec nos idées, puisse au moins reconnaître la qualité argumentative de ce Oui. que l'on publie. Et ça, c'est important. Je crois dans le débat des idées, on doit être la meilleure version de nous-mêmes, on ne doit pas s'auto-caricaturer, et on doit répondre honnêtement aux critiques que l'on nous fait, et voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui, un jour un peu spécial parce que je reçois Baptiste Gauthier, qui est le nouveau rédacteur en chef de Contrepoint, qui prend la suite de Frédéric Masse. Autrement dit, c'est désormais à lui que vous devrez envoyer vos courriers d'insultes et autres colis piégés, etc. lorsque quelque chose ne vous plaît pas dans Contrepoint. Et dans cette interview, nous parlons d'abord de son parcours, qu'est-ce qu'il a amené comme ça au journalisme et à la rédaction en chef de Contrepoint. Et puis on parlera plus largement du paysage de la presse, avec ses qualités, ses défauts et les défis qui se présentent à la presse et à la presse d'opinion en particulier. Et puis des questions peut-être en apparence un peu plus philosophiques sur quelle est la place de la science, la frontière avec le scientisme, la vérité existe-t-elle dans tous les cas, etc. Et derrière ces questions en apparence un peu métaphysiques, évidemment se cachent les enjeux d'un journal d'information qui fait son maximum pour être sérieux, sans pour autant céder à une sorte de monopole de la pensée ou aux quelconques injonctions de telle ou telle autorité, parfois autoproclamée. Un positionnement pas toujours simple à tenir, mais on fait confiance à Baptiste, qui est désormais aux commandes de l'appareil. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'épisode, et je vous retrouve juste après. Baptiste Gauthier, bonjour. Bonjour. Ravi de te recevoir. Tu es le nouveau rédacteur en chef de Contrepoint, donc tu prends la suite de Frédéric Masse, qu'on salue au passage pour tout le travail accompli au fil des années. Donc bienvenue d'abord chez Contrepoint. Est-ce que tu peux nous d'abord te présenter un petit peu et nous raconter ton parcours personnel et ce qui t'a fait atterrir chez Contrepoint? Oui, alors déjà, merci pour l'invitation. Donc oui, je me présente rapidement, Baptiste Gauthier. Je suis, comme tu l'as dit, le nouveau rédacteur en chef de Contrepoint depuis maintenant un peu plus d'un mois. Je prends donc la suite de Frédéric, que je salue également. Alors mon parcours, pour faire simple, je suis arrivé dans les milieux libéraux maintenant il y a 4-5 ans. La première interaction que j'ai eue avec des libéraux, ça devait être un afterwork de Students for Liberty, à Paris. Je dois être libéral depuis maintenant 6-7 ans, même si je pense qu'au fond je l'ai toujours été sans trop le savoir. Je suis diplômé d'histoire contemporaine donc à la Sorbonne à Paris 4. J'ai fait une licence, puis donc ma première année de licence à l'université de Bourgogne à Dijon. Puis j'ai terminé ma licence donc à Paris 4 et j'ai entamé un master de recherche en histoire contemporaine sous la direction d'Olivier Dard. J'ai travaillé pour mon master 1 sur l'histoire de l'anticommunisme en France sous la 4ème République. Et pour mon M2, un sujet tout à fait différent, j'ai travaillé sur l'histoire du ministère de l'Environnement français pendant la période 1986, qui est la période pendant laquelle Huguet de Bouchardot était à la tête du ministère. Et j'ai ensuite débuté une thèse en histoire contemporaine. Je suis toujours actuellement doctorant, même si mes activités professionnelles font que la question se pose de savoir si je vais aller au bout ou non de cette thèse. Je travaille sur l'histoire des crises et des mutations du libéralisme français au XXe siècle. Je renvoie nos auditeurs à l'émission que j'avais fait précédemment avec Kevin Brooks, Oui. que tu connais par ailleurs, et qui nous avait fait un remarquable exposé sur le moment libéral qui n'est pas arrivé en France contrairement à d'autres pays. Donc je mettrai le lien en description pour les auditeurs. Mais oui, effectivement, bien sûr qu'on va reparler quand même de l'histoire des idées libérales au cours du XXe siècle et de ses éventuels succès et échecs. Et qu'est-ce qui t'a poussé comme ça à te tourner vers le journalisme? Parce qu'a priori, donc tu as plutôt un profil de chercheur. C'est ça. Pourquoi cette appétence pour le journalisme? Alors, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je suis passé aussi par le think tank Génération Libre. C'est un peu un entre-deux parce que j'étais directeur des études à Génération Libre. Enfin, j'ai été stagiaire pendant mon master en communication, donc rien à voir avec la recherche. Et puis ensuite, j'ai été directeur des études à Génération Libre. Donc c'est
un poste qui est un peu, disons, c'est de la recherche et en même temps c'est du journalisme parce qu'il faut vulgariser des et inscrire ça dans le débat public. Et inscrire ça dans le débat public et essayer de parler à des politiques, à des journalistes, mais aussi à des gens qui peut-être ne s'intéressent pas tout à fait aux idées et qui n'ont pas l'habitude de lire des papiers académiques. Donc j'ai déjà eu cette première expérience et je dirais que j'ai toujours été un peu partagé entre l'option de la carrière universitaire, académique, et l'option d'une carrière plus journalistique ou, je sais pas, je dirais d'éditorialiste ou en tout cas d'une manière générale de s'engager dans la vie publique d'une autre manière que par le travail de recherche pure. Et donc je suis arrivé à Contrepoint, alors sans trop rentrer dans les détails, mais au début de cette année scolaire, j'avais débuté une préparation à l'agrégation d'histoire, qui pour plein de raisons personnelles, je n'ai pas pu aller au bout de cette année, et donc je me suis reposé, je me suis dit ok, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et là il y a eu un alignement des étoiles, j'ai vu que Contrepoint cherchait un rédacteur en chef et donc je me suis dit que c'était le bon moment, que c'était un signe, on va dire. Et maintenant, là, ça fait un mois que je suis à ce poste et je dois dire que je regrette absolument pas parce que c'est tout à fait passionnant et on va avoir l'occasion d'en reparler, mais voilà. Oui, bien sûr. On dira un mot peut-être des chantiers qu'on est en train de lancer, sans trop dévoiler de secrets, mais enfin quand même les directions qu'on essaie de prendre. D'abord, peut-être même avant d'arriver chez Contrepoint, quelle était ta vision du paysage de la presse en France aujourd'hui et comment est-ce que tu le comparerais éventuellement à ce même paysage dans les époques que tu étudies à travers tes études d'histoire quel regard tu portes là-dessus? Oui, alors je dois d'abord dire que je suis pas un grand spécialiste de la question, donc je vais m'attarder à des considérations assez générales sur la question. Dans le cadre de ma thèse, je commence en 1870, c'est le début de la Troisième République. Si on doit comparer déjà dans les 40-50 dernières années, je pense que le monde médiatique a profondément changé. Bon, je dis rien d'incroyable en parlant de l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. Il y a eu un certain nombre de changements. Sur ces changements, je peux renvoyer par exemple aux ouvrages de Gérald Bronner dans lesquels il traite de cette question, parce que évidemment les modèles économiques ont changé, mais ça a un impact sur la façon dont on traite l'information, mais aussi sur la façon dont on consomme l'information. Et donc, je pense que ça a pas mal évolué. Alors, il y a tout un tas de débats de savoir est-ce que aujourd'hui il y a encore de la presse d'opinion ou pas. Certains avancent l'idée selon laquelle la presse d'opinion aurait tendance à décliner pour tout un tas de raisons. Je ne sais pas si je partage tout à fait cet avis. Je pense que la presse d'opinion, ou en tout cas ce qui se faisait avec la presse d'opinion, existe encore et toujours aujourd'hui. Elle s'est peut-être déplacée sur d'autres médias. Je pense qu'il y a tout un tas de médias qui sont, disons, des médias alternatifs, qui sont pas forcément des journaux, des sites, des revues, mais qui vont être par exemple des chaînes YouTube, des forums. Enfin, il y a tout un tas de plateformes sur lesquelles des gens plus dans les colonnes des journaux, quoi. Voilà, c'est plus uniquement dans les colonnes des journaux. Et puis je pense que ça se fait toujours. Je veux dire, il y a une page idée au Monde, il y a une page idée au Figaro, il y a une page idée au Point, à l'Express. Voilà, il y a des revues comme, je sais pas, Franc-Tireur récemment qui fait de l'opinion pour le coup. Je pense que à gauche, un média comme Mediapart, on peut dire qu'ils font de l'opinion. Après, il y a toujours cette question de la différence entre le travail journalistique et le travail éditorial ou le travail. C'est intéressant le cas de Mediapart. Ça fait un moment que je suis pas allé voir quel est comment dire, la manière dont eux-mêmes se décrivent. Je suis pas certain qu'ils se décriraient comme des journalistes d'opinion. À mon avis, ils se verraient plutôt comme des enquêteurs, comment dire, des sortes de citoyens investis d'une mission sacrée d'enquêter sur les dérives de la République, etc. Je suis pas sûr que eux verraient ça comme de l'opinion, même si c'est difficile de pas y voir de l'opinion quand on regarde un peu les sujets choisis, etc. Mais en même temps, la méthode semble
semble sérieuse au sens journalistique du terme. Donc, je pense que, comme souvent, il n'y a pas de réponse très claire à la question que tu poses, parce qu'en réalité, je pense que typiquement Mediapart, alors je suis pas un grand lecteur de Mediapart, donc j'en suis pas spécialiste de la question, mais je dirais que Mediapart doivent avoir des articles qu'ils peuvent considérer comme étant de l'information ou disons des articles très le journalisme un peu objectif et je pense que sur ce point-là, ils doivent revendiquer une forme d'objectivité, en tout cas. Alors évidemment, nous, de notre point de vue, on considère que cette objectivité, elle est partielle, voire complètement fausse ou mensongère. Je pense que eux sont assez honnêtes dans leur volonté de faire un travail objectif. Je pense que parfois, ils font des enquêtes où ils sortent des informations qui sont factuellement vérifiables et justes. Souvent, c'est pas tellement les faits. Le problème, c'est plutôt les enquêtes qu'ils choisissent de mener et ensuite le traitement. Voilà, j'allais y venir. Je pense qu'il y a ça. À côté, ils publient beaucoup de papiers d'opinion qui sont présentés comme étant des papiers d'opinion, des tribunes et autres. Il y a le club Mediapart aussi. Exactement, il y a aussi le club Mediapart. Donc je pense qu'ils font une différence entre tous ces types de papiers, mais évidemment, ils ont une ligne éditoriale qu'ils assument avec un certain nombre de valeurs, et de fait, ça a un impact sur la façon, quels sont les sujets sur lesquels on va travailler ou non, et quels sont les angles pour travailler de tel ou tel objet. Mais en fait, c'est un peu la même chose dans le milieu de la recherche. Pour le coup, là, je connais mieux. Dans le milieu de la recherche, on peut être tout à fait objectif, mais en fait, dans le choix des sujets qui vont être financés ou qu'on va faire, et dans la manière dont on va traiter ces sujets, l'exemple que j'ai le plus intéressant sur ce cas-là, c'est mon travail de recherche de M2 sur l'histoire du ministère de l'Environnement. J'ai été tout à fait étonné de voir que l'angle qui était le mien et les problématiques qui étaient les miennes pour traiter de cet objet d'étude étaient n'existait pas en fait dans la littérature scientifique sur la question, et donc j'étais le seul à me poser ces questions-là. Et donc ça voulait pas dire que ce que la littérature scientifique existante disait des choses fausses ou erronées, c'est juste qu'il y avait des points il y avait des absences, il y avait des sujets qui n'étaient pas interrogés, il y avait des questions qui n'étaient pas posées, et je pense que dans le journalisme c'est un peu la même chose. Mais comme on a une pluralité, heureusement, de médias, on a des médias de droite, des médias de gauche, on a tout un ensemble de médias, je pense qu'il y a quand même une forme de pluralité éditoriale qui fait que l'honnête citoyen qui veut essayer d'avoir une vision à peu près objective de la réalité peut aller piocher à droite, à gauche et se faire son propre opinion, même si on va certainement en parler. Nous, en tant que libéraux, on a tendance à penser qu'on est peut-être un peu sous-représenté dans le paysage médiatique, mais c'est aussi peut-être à l'image de notre marginalité, même statistique, en termes de poids politique, disons. Oui. Voilà, c'est peut-être qu'il n'y a pas tant de marché que cela, et donc ça explique pourquoi on n'a peut-être pas de grand journal. Alors, certains diraient il y a Le Point, il y a l'Express, ils sont libéraux, d'autres diraient mais non, c'est pas libéraux, ou alors ils sont libéraux mais que sur certains points et pas sur d'autres. Bon, c'est des discussions, et j'imagine qu'à gauche c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez voir un écolo un peu radical, ou si vous allez voir je sais pas, une néo-féministe, elle va vous dire que même Mediapart, même Libé, c'est pas assez pur, c'est pas donc voilà. De quelle manière est-ce que Contrepoint peut essayer de marcher sur cette ligne de crête entre la presse entre guillemets la plus respectable, c'est-à-dire vraiment que personne ne va qualifier de presse complotiste, alternative ou je sais pas quoi, et de l'autre côté la fameuse presse de soi-disant réinformation, etc., mais qui souvent publie, enfin il y a vraiment à boire et à manger dedans, quoi. C'est-à-dire il y a beaucoup de bêtises et parfois quelques trucs vrais, mais c'est pas non plus satisfaisant. Et est-ce que c'est pas un peu difficile pour Contrepoint justement d'essayer de se faire une place entre les deux, enfin si tant est que notre place est quelque part entre les deux, hein, je pose la question. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas forcément de bonne réponse, parce que de toute façon, on n'a pas je dirais, on n'a pas un savoir omniscient. Enfin, on n'a pas toutes les données en notre possession pour pouvoir répondre de manière trop affirmative à cette question. Mon intuition et ma position personnelle sur la question, c'est qu'il faut à la fois que Contrepoint préserve cette espèce d'espace dans lequel on peut
partager un certain nombre d'opinions, qui puissent être des opinions qui, disons, ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'on pourrait considérer comme étant politiquement correct, pour le dire simplement, sans toutefois s'auto-complaire dans une posture d'anti-politiquement correct de principe et d'indignation de principe, et à côté de cette volonté de continuer à offrir aux gens qui écrivent pour nous cet espace d'expression, entamer un travail, moi j'appelle ça de respectabilité ou d'institutionnalisation qui consiste en fait à simplement, nous en tant que libéraux, s'assurer de la qualité du travail que l'on fournit et de la qualité des arguments que l'on fournit. Je pense que ça c'est très important. On va certainement en reparler parce que là pour le coup on passe dans une conviction profonde par rapport à mes travaux de recherche, notamment par rapport à mon travail de thèse. Je pense que les difficultés que le libéralisme rencontre en France aujourd'hui, mais pas que d'ailleurs, mais disons en France pour parler de contrepoint, les difficultés que l'on rencontre ne sont pas uniquement dues, disons, à des questions conjoncturelles, au fait que les Français soient des grands gauchistes étatistes ou autres. Je crois qu'il n'y a pas que ça, c'est pas aussi que dû au fait que nos élites politiques, nos élites intellectuelles sont effectivement tous profondément imprégné d'une forme d'antilibéralisme, mais qui est presque inconscient. Évidemment, c'est un sujet, mais je crois que ce qui vient en amont de tout cela, c'est ce que moi j'appelle alors là, je vais utiliser des termes peut-être un peu abscons, mais je vais essayer de les clarifier. Pour moi, tout vient des débats épistémologiques qui posent les bases de ce qui va être dans 10, 15, 20 ans recevable ou non. Je pense, si je prends l'exemple de ma thèse, je m'intéresse sur l'évolution du libéralisme entre 1870, et disons aujourd'hui, mais la réception du libéralisme entre 1870 et aujourd'hui, et donc on voit que, disons, au 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle, les libéraux sont relativement dominants dans le paysage intellectuel français. Je pense par exemple au journal des économistes, pour ne citer que cela. Il y avait tout un tas de des grands auteurs libéraux de l'époque avaient des postes tout à fait importants dans les milieux universitaires, dans les milieux journalistiques, dans les milieux politiques, et cela voulait dire que leurs idées étaient dominantes. Puis petit à petit, il y a eu ce qu'on appelle dans les années 20-30 la crise du libéralisme, et on a souvent tendance à dire il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu tout un contexte socio-politique et économique de la crise des années 20-30 qui a mis à mal, disons, la démocratie libérale et les idées libérales. Mais en fait, si on étudie les choses de manière un peu plus précise et si on prend le temps long, on se rend compte que cela faisait peut-être depuis le milieu du 19e siècle qu'il existait, notamment par exemple avec l'apparition du positivisme et l'apparition des sciences sociales, des premières contradictions, des premières oppositions, que moi j'appelle épistémologiques, aux bases du savoir et de la pensée libérale. Et donc, lorsque dans les années 20-30, les paradigmes dominants en économie ne sont plus ceux, par exemple, du journal des économistes, mais sont ceux des tenants du marxisme et du socialisme, eh bien, il est beaucoup plus difficile ensuite, dans le débat public et dans le débat politique et médiatique, de faire gagner ces idées, parce que les gens, l'atmosphère, la culture ambiante, si vous voulez, n'est plus favorable, il n'y a plus un environnement favorable à la promotion de ces idées. Et je pense que nous, aujourd'hui, pour revenir à un contrepoint, on est un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que on est dans une situation épistémologique où, si on prend par exemple la sémantique, les mots marché, libéralisme, individualisme, tout un tas de concepts qui sont des concepts importants du libéralisme, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux idées, ce sont des concepts qui ont une connotation assez fortement péjorative. Et c'est ça qu'il faut interroger. Le débat aussi est posé entre est-ce qu'il faut beaucoup d'États ou énormément d'États. Forcément, c'est vrai que c'est bien sûr, mais difficile mais les termes dans lesquels sont posés le débat, mais bien sûr, il y a les termes aussi, sont liés. En fait, les termes dans lesquels sont posés les débats sont liés à l'environnement culturel, moral d'une certaine époque. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui, à une certaine époque, vont être valables et vont être considérées comme tout à fait justes, et puis 50 ans plus tard, ces idées sont considérées, sont mises dans la marginalité, et on considère qu'elles sont complètement fausses et complètement erronées. Mais la question que je me pose dans ma thèse, et en fait la question que je me pose en tant que
disons, militant libéral, en tout cas quelqu'un qui s'intéresse aux idées libérales et à leur réception aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que aujourd'hui en France, mais pas qu'en France, l'environnement est si défavorable à la promotion de nos idées. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de pouvoir, par exemple, parler de marché ou de parler d'individualisme sans devoir faire un papier de 4 pages dans lesquels on revient sur les bases de ce que c'est, sans devoir faire énormément de vulgarisation, etc., etc. Et je pense qu'il y a un enjeu, ce que moi j'appelle un enjeu épistémologique. Pour le dire très simplement, nous manquons aujourd'hui d'universitaires libéraux. Toi, tu es dans les milieux universitaires, voilà. J'ai un pied dedans. T'as un pied dedans, tu le sais tout aussi bien que moi. Et tous les libéraux qui sont dans les milieux universitaires avec qui j'en discute ont à peu près la même, la même conclusion que moi, c'est-à-dire on est trop peu nombreux. On n'a pas les financements. Enfin, pour te dire une chose, je vais pas donner son nom, mais un universitaire qui travaille sur un historien, enfin qui fait l'histoire des idées, au moment où j'avais débuté mon projet de thèse, m'avait dit par contre, voilà, sache qu'avec un sujet comme ça, bon déjà tu fais de l'histoire des idées, mais en plus tu travailles sur le libéralisme. Il me dit bah là tu n'auras pas de financement. Mais c'est pas à cause d'un grand complot, ou c'est juste que voilà, les gens qui décident des financements s'intéressent à d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils c'est pas qu'ils veulent me discriminer parce que je m'intéresse au libéralisme et qu'ils m'aiment pas parce que je suis un gros méchant libéral, c'est même pas cela. C'est juste que c'est pas les sujets qui les intéressent, ils considèrent que c'est des vieux sujets, que c'est voilà, que la recherche ne devrait pas financer. Et donc les gens qui ont la main sur ces financements sont tellement imprégnés d'antilibéralisme, sans même trop s'en rendre compte d'ailleurs, que il est très difficile pour nous ensuite d'avoir une parole qui soit une parole, disons, respectée et respectable. Et donc, lorsque l'on va sur un plateau de télé pour défendre nos idées, si on est face à des gens qui sont à l'EHESS ou à des gens qui ont l'étiquette, et que nous, on n'a pas l'étiquette, et bien même si ce qu'on dit, c'est tout à fait intéressant et intellectuellement honnête et construit, pour les gens, ça n'aura pas la même, il y aura pas la même autorité à notre parole. Et je pense que c'est aussi dû au fait que certaines de nos idées sont sorties de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, et c'est parce que on a perdu peut-être ce débat des idées, ce débat épistémologique. Mais pour conclure sur une position un peu plus optimiste, je crois qu'il y a dans l'histoire de la pensée libérale une richesse épistémologique qui est, à mon avis, trop sous-estimée même par les libéraux. Je pense par exemple que toute l'épistémologie d'Hayek pourrait tout à fait aujourd'hui être réemployée, actualisée. On pourrait continuer tout son travail pour pouvoir, par exemple, sur les questions au sens social, sur le post-structuralisme, les questions de genre, de race, enfin toutes les questions qui s'intéressent aujourd'hui au wokisme. Je crois que sur ce point-là, il y aurait des réponses tout à fait pertinentes à faire, qui soient pas des réponses caricaturales, qui soient pas juste des réponses politiques de oui, les woke, machin. Non, ça pourrait être des réponses très solides. Et je crois qu'on manque malheureusement de cela. Alors j'ai pas de réponse parfaite, mais il faut que quelqu'un qui vienne sur Contrepoint, mais qui n'est pas forcément d'accord avec nos idées, puisse au moins reconnaître la qualité argumentative de ce que l'on publie. Et ça, c'est important. Je crois dans le débat des idées, on doit être la meilleure version de nous-mêmes, on ne doit pas s'auto-caricaturer, et on doit répondre honnêtement aux critiques que l'on nous fait. Et voilà. Et je crois que c'est très important, et donc il y a une exigence de qualité qui est la mienne et qui est celle du journal. Mais d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est une sorte de parallèle qu'on pourrait établir entre Contrepoint qui, ne trouvant pas finalement trouvant des manques dans le paysage de la presse à l'époque où ça a été lancé, donc aux alentours de 2010 de mémoire. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer la même chose justement dans le paysage universitaire où peut-être que la recherche sérieuse ne se fait plus uniquement dans les universités, mais se fait parfois dans des institutions privées, dans des think tanks. Je ne sais où, mais finalement, est-ce qu'à force, dans 10 ans, dans 15 ans, la fameuse étiquette, HESS, Sorbonne ou ceci, cela, aura le même poids, maintenant qu'ils en sont à discuter justement de est-ce qu'il y a 143 genres ou seulement 92, enfin tous les trucs les plus woke, un peu caricaturaux qu'on peut imaginer, mais qui existent, hein. Moi, je veux dire, je reçois tous mes emails en écriture inclusive. Enfin, j'ai des tas d'anecdotes à propos de l'université. Je sais que toi aussi, ça nous semble un peu hors du réel, quoi. Donc, je me demande si ça aura le même poids, en fait, ce côté étiquette, pensée officielle, recherche sérieuse universitaire. Alors, je pense que ça dépasse le stade de l'étiquette. C'est que je pense que
moi je vois ça en phase chronologique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a d'abord les débats épistémologiques et les débats méthodologiques et les débats scientifiques, disons, qui se font dans des cercles extrêmement restreints et extrêmement élitistes. Et ensuite, ces gens qui sont considérés par les politiques, par les chefs d'entreprise, puis par la population générale, c'est comme les dépositaires du savoir scientifique, et d'ailleurs, à raison, voilà, bon, ces gens-là vont insuffler de manière un peu verticale, mais très progressive, un certain nombre d'idées, sans d'ailleurs le faire volontairement, c'est même pas du lobbying ou de la politique, c'est juste que en disant qu'une chose est vraie et qu'une chose est fausse, eh bien on délégitime de fait la chose qui est fausse, pas juste parce qu'on a l'étiquette EHESS, mais parce que on le dit en ayant fait une étude scientifique sur la question, et puis c'est ça, les gens nous écoutent. Et donc, voilà, les gens nous écoutent, et puis tous nos pairs sont d'accord avec nous, etc., etc. On a eu la même, tu parlais du wokisme à l'université, on a eu les mêmes problèmes, enfin, l'historien que je suis, c'est bien que, comment dirais-je, la domination du marxisme à l'université dans les années, disons, 50, 60, 70, ensuite du maoïsme jusqu'à début des années 80, c'était tout à fait, c'était similaire à ce à quoi on assiste aujourd'hui avec le post-structuralisme, les post-modernistes. Ah oui, non, je dis pas que c'est pire aujourd'hui, hein, dans un sens. Non, c'est vrai qu'après tout, oui, je me fais la remarque à moi-même à travers ta réponse. C'est vrai que quand on voit le climat intellectuel de l'université des années justement 60-70, on se dit ça aurait pu la délégitimer complètement, mais manifestement c'est pas le cas. Hein. Mais je pense que ce qui est important pour vraiment répondre à ta première question, ta question précédente, c'est pas tant l'étiquette ou c'est pas tant les structures institutionnelles du système français ou propres au système français, c'est plus l'importance du travail scientifique dans la manière dont ces conclusions vont sur le temps long imprégner ensuite d'autres sphères de la société, des sphères plus larges, des sphères culturelles, politiques, médiatiques, pour au fond arriver dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire inconscient des individus, et donc dans l'inconscient des individus, le marché c'est pas bien, alors qu'à une époque c'était évident que le marché c'était bien, pour caricaturer un petit peu. Donc c'est en ce sens-là que je dis que le débat épistémologique et le débat scientifique, à mon avis, est primordial dans le cadre des combats que nous menons ensemble. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'on peut faire de la recherche sans avoir de la recherche sérieuse, on peut dire des choses intéressantes sans avoir l'étiquette. Moi-même, là, je renonce, en tout cas pour le moment, à une carrière purement académique, et pourtant je ne renonce absolument pas en l'exigence de rigueur intellectuelle et scientifique, que ce soit dans mes papiers, dans mes travaux, dans mes réflexions, et si demain je lis quelqu'un qui n'est pas libéral mais qui écrit des choses intéressantes, je dirais que ce qu'il écrit est intéressant, et j'aurais aucun problème par rapport à cela. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont l'étiquette et qui sont des scientifiques reconnus, des maîtres de conférences, ce que tu veux, qui n'ont pas du tout cette rigueur intellectuelle. Après, effectivement, pour revenir à la France, le système français est fait de telle manière que l'étiquette est très important, et le grand paradoxe de notre système, c'est qu'on a un système d'éducation de l'enseignement supérieur qui est construit autour de l'objectif d'égalité et d'égalitarisme, mais qui au fond est complètement inégalitaire, parce qu'évidemment il y a des voies royales après le baccalauréat, donc que sont les prépas. Puis une fois qu'on a fait ces prépas, là je parle en sens social, on va à Sciences Po ou à Normal Sup. Puis une fois qu'on a fait Sciences Po ou Normal Sup, on a l'agrégation, mais comme on a fait 3 ans ou 2 ans de prépa en amont, on est beaucoup plus préparé que les autres qui sont allés à la fac pour préparer les concours de l'agrégation, parce que c'est la même méthodologie. Donc on a les concours d'agrégation, puis ensuite, plutôt que d'aller enseigner en secondaire, on va aller faire une année d'échange dans un autre pays, dans une grande université, puis on va avoir les financements de manière beaucoup plus, on va avoir accès au financement beaucoup plus aisément que si on est à la fac. Donc il y a une forme de voie royale qui existe, et c'est très difficile de rentrer dans cette voie royale si on ne fait pas partie du CRI. Donc au fond c'est très inégalitaire, et en plus
on a tous un espèce d'attachement un peu irrationnel justement à cette étiquette. C'est-à-dire que en France, il faut avoir le diplôme pour pouvoir être légitime. Ouais. Or, évidemment, alors c'est pas complètement absurde parce que moi, je connais des gens qui ont ces diplômes et je peux assurer que je sois d'accord avec eux ou non, c'est des gens qui sont intelligents, qui écrivent bien, qui sont bien formés. On n'a pas non plus le diplôme n'importe comment, mais disons voilà, que... exactement. C'est-à-dire que les diplômes c'est pas complètement arbitraire et complètement subjectif, mais par contre, on peut ne pas avoir le diplôme et écrire des choses très, très intéressantes. Je cite quelqu'un que libéraux connaissent bien, par exemple Fergan Aziari, il n'a pas fait tout ce parcours-là, et pourtant, il est extrêmement sérieux dans ses écrits, et il a, pour le connaître personnellement, il a une exigence intellectuelle et méthodologique qui est d'ailleurs d'autant plus d'autant plus nécessaire pour lui, et on en a souvent parlé ensemble, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que c'est un ressenti que j'ai aussi, c'est que lorsqu'on est minoritaire, par exemple en tant que libéral dans un milieu de gens qui sont anti-libéraux, on doit se justifier 2 fois plus. On doit 2 fois plus se justifier. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué, et je pense que c'est très bien pour nous, c'est tant mieux pour nous. Oui, dans un sens, ça nous force à une bonne hygiène intellectuelle. Et à l'inverse, je me rappelle pendant ma formation à l'agrégation, j'ai eu un cours d'histoire, de géographie sur le genre, et elle nous a fait 45 minutes sur le genre et les territoires. Et donc cette prof est tout à fait sympathique, il n'y a pas de problème, elle nous a fait toute une 45 minutes d'épistémologie sur le genre, et donc en gros c'était le postmodernisme, le poststructuralisme, tout ça. Et à la fin du cours, je suis allé la voir, mais de manière complètement neutre, en lui posant des questions ouvertes. Et elle n'a pas su me répondre. Elle était très sympa dans sa réponse, mais elle n'a pas su me répondre. Et ça m'a marqué. Pourquoi ? Parce que, en fait, elle n'a pas su me répondre car elle n'avait jamais entendu ce genre de contradiction ou ce genre de questionnement. Ce qui m'a vraiment étonné, parce que je pensais justement, je me disais, bon, là, j'ai telle question un peu bête, elle va me répondre, et puis c'est bon, ça va être terminé, quoi, parce forcément, elle a une réponse. J'ai vu son visage lorsque je lui ai posé la question, elle n'avait pas de réponse, elle n'avait jamais envisagé la question. Donc, voilà, je pense que quand on n'a pas l'étiquette ou quand on est minoritaire, on doit faire 2 fois plus. Mais bon, mais c'est tant mieux. Mais pour le coup, je pense que le système français, malheureusement, est un peu sclérosé là-dessus, et j'ai des doutes sur le fait que dans 5, 10, 15 ans, les étiquettes soient moins importantes, et en fait, même si elles étaient moins importantes, est-ce que ça changerait profondément la composition sociologique et, disons, politique si je fais le parallèle avec le milieu journalistique, justement, nous, ça a été un peu notre approche au lancement de Contrepoint, ça a été de dire, bon, bah, on va faire du journalisme, et si on fait du bon journalisme, bah, même si on n'est pas journaliste à la base, et c'est comme ça qu'on s'est muté peu à peu en se professionnalisant, en embauchant des journalistes, des gens un peu plus formés à ce métier-là, etc. Mais enfin voilà, on s'était dit, on n'attend pas d'avoir l'autorisation pour le faire. Donc c'était ça qu'on aimait bien. Oui, et on a pu le faire. Et on a pu le faire, voilà. Justement, et ça c'est grâce notamment à l'évolution technologique et tout ça. La dernière question que je voulais aborder avec toi, c'était, ça concerne toujours la démarche journalistique, mais la question du culte de la vérité avec un grand V, de la raison, de la science et de la rationalité. Où est-ce que tu te situes, toi, dans le débat entre ceux qui vouent un culte à la science, enfin, moi, c'est ce que j'appelle le scientisme, c'est vraiment le côté, il existe un consensus scientifique sur telle et telle question, si on ose le remettre en cause, c'est même plus la peine de discuter, ça veut dire qu'on discute avec des gens qui ne parlent pas des faits. Et à l'extrême inverse, des gens pour qui les faits n'ont pas vraiment d'importance et il suffit qu'ils trouvent la moindre source absolument pas fiable qui va dans leur sens et ils vont pouvoir discuter à partir de ça. Comment toi tu te situes entre ces 2 extrêmes ? Alors, sur cette question-là, je suis un aronien pur souche, disons, je suis un spectateur engagé. En fait, je pense que l'exigence d'objectivité ne va pas forcément à l'encontre de la défense de nos idéaux. Et si c'était le cas, eh bien, il faudrait qu'on s'interroge sur la qualité intrinsèque de nos idées. Ah bah oui, totalement. Et sur la question du scientisme ou scientisme contre complotisme, je pense que ce sont 2 positions un peu caricaturales, en fait, qui trahissent l'objet même des combats qui sont les leurs prétendument. C'est-à-dire que, par exemple, le complotiste va toujours faire référence à l'esprit critique, en fait, de dire, voilà, il faut avoir un esprit critique. Et en fait, bon, on peut pas le contredire là-dessus, en plus il a raison. Oui, voilà, c'est un réflexe, c'est une trahison. Mais en fait, mais bon. ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toute
c'est-à-dire qu'il fait référence à l'esprit critique, et tout ce qu'il fait en faisant référence à l'esprit critique, c'est l'exact inverse de ce qu'est normalement l'esprit critique. J'ai mentionné tout à l'heure les travaux de Gérald Bronner sur la question. Je pense que c'est assez éclairant. Sur le scientisme, je crois que c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que les gens qui ont une vision fixiste de la science et du savoir scientifique ne comprennent rien en épistémologie, en ce qu'est la science, en histoire de la science, en philosophie des sciences. La citation de Popper que tout le monde connaît, c'est-à-dire, quel est le critère de scientificité d'un argument, c'est qu'on puisse le réfuter. Bon, par définition, pour que un savoir ne devienne pas un savoir dogmatique ou un savoir mort, un dogme mort, il faut que ce savoir puisse constamment être mis en question. Ensuite, je crois que sur la science, c'est pas est-ce que c'est scientifique ou non, est-ce que c'est un scientifique qui l'a dit ou non. La question, c'est quelle est la méthodologie, est-ce que ça a été vérifié par des pairs. La science est une méthode. Ni plus ni moins. La science est une méthode. Lorsqu'on dit que quelque chose est scientifique, ce n'est pas que quelque chose est... il faut pas confondre la vérité scientifique de la vérité métaphysique. Et je crois que beaucoup de gens dont tu parles, les scientistes, confondent la vérité métaphysique avec la vérité scientifique. Sur le plan métaphysique, enfin, c'est pas des libéraux qu'on lui aillait que je vais apprendre que voilà, le monde est trop complexe pour qu'on puisse le connaître dans son entièreté. On ne le connaîtra jamais dans son entièreté. On aura toujours des fenêtres, des bribes de vérité. On aura accès à des bribes de vérité qui d'ailleurs seront vraies pendant un temps, puis ensuite on va découvrir autre chose qui donc vont changer notre regard sur telle ou telle autre chose. Donc je pense que il faut pas croire que la science permette de donner un accès à la vérité métaphysique. Parce que si l'on croit cela, eh bien la science devient une autre forme de religion. Après, ma position personnelle, c'est que pour le coup, je suis un grand défenseur de la méthode scientifique, je suis, disons, un rationaliste, mais ça, c'est plus ma position intellectuelle et, disons, ma position de citoyen qui s'intéresse à la recherche et qui s'intéresse à cette question de quête de la vérité, ou plutôt de quête du savoir et de la connaissance. Donc ça, c'est plutôt sur le plan descriptif. Sur le plan normatif, sur le plan politique, je crois qu'il est extrêmement dangereux de justifier des politiques par des arguments scientifiques. Voilà, moi c'était un peu là où je voulais en venir, et il n'y a même pas besoin, je pense, d'aborder l'éléphant dans le couloir que constitue l'éléphant dans la pièce, je crois, disent les Anglais, que constitue la question climatique. Mais je pensais par exemple au Covid, tout bêtement, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est sain de dire, voilà, le gouvernement va faire ceci ou cela parce que les scientifiques ont dit que, mais sauf que la communauté scientifique, moi je l'ai vu quand même se déchirer, se contredire, revenir sur ce qu'elle avait dit, etc. Oui, alors constamment, quoi. Je veux dire, et en parlant même pas, je trouve. Enfin, comment dire, en ayant de toute façon pas les mêmes présupposés, par exemple, quant aux objectifs. Tout le monde veut une bonne politique, évidemment, mais pour certains, la bonne politique, c'était un minimum de morts, et pour d'autres, la bonne politique, c'était quelque chose qui allait, je sais pas, se mesurer autrement qu'en nombre de morts. La question que tu poses, enfin, le sujet que tu mets sur la table est un sujet hautement inflammable, qui déchaîne un peu les passions, que ce soit la question du climat ou la question du Covid, du vaccin. Sur le Covid, moi je crois que les débats que nous avons eus pendant toute la crise du Covid, et que nous avons d'ailleurs parfois toujours, sont à mon avis directement issus de ce que le domaine scientifique s'est mélangé dans les discussions au domaine politique. Et donc, lorsqu'on parle, par exemple, des revirements, enfin des différentes positions tout au long de la crise, c'est-à-dire qu'on a dit pendant un moment que le masque était super important, puis ensuite on a dit que ça servait à rien, puis ensuite on a dit que sur le vaccin, on a dit que c'était très bien parce que ça empêchait les contaminations, puis ensuite on a dit en fait non, les dernières études montrent que ça, je dirais, c'est normal, et c'est même une bonne chose en réalité que la science se contredise, parce que c'est ça le travail scientifique. La science, c'est de se contredire. Donc en ce sens, je ne vois pas de délégitimation de la parole scientifique. La parole scientifique est délégitimée lorsqu'elle est prononcée dans des cadres politiques. Et c'est ce qui a été le cas, et c'est ce qui a causé, à mon avis, un certain nombre d'incompréhensions, et donc qui a délégitimé la véritable parole scientifique. Je pense que sur le Covid, il faut aussi, encore une fois, avoir une attitude réaliste. Alors moi, sur le plan des principes, évidemment que j'ai été profondément heurté dans mon âme libérale sur
par toutes les mesures prises lors du confinement. Il y a eu évidemment tout un tas de choses un peu absurdes qui sont liées à la bureaucratie française et sur tous ces points-là, je suis tout à fait en phase avec peut-être une très grande majorité des critiques qui ont été mises par les libéraux sur cette question. Je ne peux m'empêcher de penser que dans cette période de crise un peu inédite, il y avait quand même une réalité politique qui faisait que est-ce que vraiment c'était faisable, par exemple, de ne pas confiner? Est-ce que disons un président ou un gouvernement complètement libéral et en accord avec nous sur ces questions aurait-il pu faire autrement? Est-ce que ça aurait été constitutionnel? Enfin, que sais-je? Je me pose des questions par rapport à ça. J'ai pas de réponse, mais en tout cas, je me pose des questions par rapport à ça. Et sur le vaccin, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, sur le principe, je serais pour je suis contre l'obligation vaccinale quand le vaccin ne permet pas de réduire, enfin d'avoir une immunité collective. Voilà, pardon. Mais une fois qu'on sait que le vaccin ne permet pas l'immunité collective, évidemment, c'est complètement absurde de dire, enfin, d'obliger les gens à se vacciner. En revanche, et c'est là où c'est complexe, c'est que la position cohérente d'un libéral sur la question, c'est de dire liberté de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Mais c'est d'assumer la responsabilité de ses actes. Et donc, par exemple, ensuite, lorsque si on attrape le Covid et que malheureusement on doit se retrouver en réanimation, c'est un coût très important pour le collectif. Et donc, pourquoi est-ce que ce serait au collectif d'assumer la responsabilité de l'acte d'un individu? Et là, c'est une vraie question philosophique. Et en réalité, politiquement, ça aurait été complètement inconstitutionnel de dire, les gens qui sont pas vaccinés, on rembourse pas leur ou alors ils sont pas prioritaires. Voilà, la position libérale cohérente, on va dire, était simplement pas applicable dans le. Exactement. Donc je pense qu'il y a des questions de principe, et puis ensuite, une fois qu'on a posé les principes, comment est-ce qu'on applique ces principes dans la réalité politique actuelle, que ça nous plaise ou non, hein, voilà. Donc je pense que sur ces questions, il faut, comme toujours, essayer d'être nuancé, d'avoir des principes solides, mais de ne pas se contenter d'être dans une indignation de principe en mettant complètement de côté la question de la réalité, ce qui à mon avis est une erreur et délégitime notre parole. Et donc je pense qu'il faut être sur un juste milieu entre ces deux positions. On va devoir conclure ici pour aujourd'hui, Baptiste, puisqu'on va éviter de faire une émission trop longue pour nos auditeurs. Mais déjà, merci beaucoup pour cette première approche de ton parcours, de ta vision. Et je pense qu'on refera probablement une émission dans quelques temps pour parler un peu de l'avancée des projets, ceux qui avaient déjà été lancés précédemment, et puis vraiment les chantiers qui te seront propres concernant l'évolution de Contrepoint. Mais en tout cas, je pense qu'on peut déjà dire à nos lecteurs que on met des moyens sur la table, on essaie de s'agrandir en termes de capacité à produire de l'information en quantité, en qualité, etc., et à exister sur le paysage médiatique. Donc voilà, vraiment, je nous souhaite le meilleur pour la suite. Puis je pense aussi qu'on pourra certainement faire une émission sur Raymond Aron, ce que j'ai jamais fait jusqu'ici. Je vois, là c'est là on fait l'entretien à ton domicile à Paris, je vois à ma droite 4 ouvrages de Raymond Aron ou sur Raymond Aron. Même plus, il y en a plus, c'est ça. Donc je serais ravi en tout cas de refaire une émission spécifiquement sur Raymond Aron. Avec plaisir, d'autant qu'on va célébrer, fêter les 40 ans de la disparition de Raymond Aron là en octobre de cette année, donc ce sera peut-être l'occasion d'en discuter ensemble. Rendez-vous est pris, donc on le donne à nos auditeurs. Écoute, merci beaucoup Baptiste. Merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de retrouver les liens en référence, notamment certains liens qui m'ont été fournis par Baptiste. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, enfin toutes ces choses qui nous aident à nous faire connaître. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines où on quittera un peu les questions de philosophie pour parler de banque et de finances, des sous-sous. C'est plus terre à terre, mais c'est important aussi. Merci encore pour votre fidélité. À bientôt. Bref, ma question est très mal posée, donc je la couperai au montage.